OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez comme chaque dimanche sur Sud Radio à la même heure avec Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien je vais commencer à vous raconter l'histoire de Tefal. Vous savez, ces fameuses poils qui collent pas, c'est bien ce que vous dites. Qui attachent. Qui attachent, c'est ça Jean-Marie. Et puis notre grand témoin, il y a un peu de Matari en elle, forcément du James Bond, mais ce n'est pas une James Bond girl. Elle était espionne, elle fait maintenant du renseignement d'affaires. Mayline Camus est notre invitée. Et puis on continuera, on va parler des arnaques au RGPD. Vous savez, ce fameux règlement général sur la protection des données avec notre pas moins intrigante avocate Caroline Laverdé. Allez, tout de suite, et comme chaque dimanche, vous l'avez rappelé, on commence par une saga en partenariat avec le magazine Entreprendre. On part à la découverte de cette marque qui a changé la façon dont on cuisine très clairement au quotidien. C'est Tefal. Comment Tefal a commencé, Thomas ? C'est assez surprenant, Jean-Marie. Tout commence d'abord dans les années 50 avec un ingénieur, Marc Grégoire, qui travaille sur une canne à pêche en fibre de verre. C'est là qu'il découvre un matériau anti-adhésif qui est un polymère fluo. Un jour, en discutant avec sa femme, Colette, devant une casserole de lait, l'idée lui vient d'appliquer cette découverte à une poêle pour que les aliments ne collent plus. Il crée alors la première poêle anti-adhésive et dépose son brevet en 1954. C'est le début d'une révolution en cuisine. Oui, absolument, invention qui va vite se faire connaître, évidemment. Oui, dès les années 60, la marque devient incontournable. Et c'est un événement marquant qui propulse Tefal sur la scène internationale. Une photo de Jackie Kennedy en 1961 avec une poêle Tefal qui fait le tour du monde. Cette image la rend célèbre et l'exporte aux quatre coins du globe. Et pour la petite histoire, le nom de Tefal vient de la contraction de téflon et aluminium. C'est bon à savoir ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cet héritage ? Alors en 1968, d'abord, on va revenir un peu en arrière, Tefal est racheté par le groupe Seb, bien connu dans l'électroménager. Alors aujourd'hui, justement, Tefal continue d'innover, que ce soit avec la technologie Thermospot qui garantit une cuisson parfaite, ou encore des produits comme l'OptiGrill pour les grillades parfaites. Également, Tefal croit beaucoup au Made in France en maintenant une production majoritairement française, avec 80% des articles culinaires vendus en France et fabriqués localement, notamment dans son usine de Rumilly, en Haute-Savoie. C'est quoi la dernière chose que vous avez cuisinée dans une poêle Tefal, Thomas ? Une omelette. Une omelette, bon, très original. Vous avez remarqué, elle n'attachait pas. Absolument. C'est l'avantage. Allez, tout de suite, on accueille votre invité, mon cher Thomas. Clairement, elle a vu des choses que peu de gens peuvent nous raconter. Elle pourra pas tout nous raconter elle-même, puisqu'elle vient de la Grande Muette, c'est-à-dire de l'armée. Mayline Camus a été espionne pendant des années avant de créer son entreprise spécialisée dans le renseignement d'affaires, Prisme Intelligence. Alors ce matin, elle sort de l'ombre sur Sud Radio pour prendre la parole. Une vie d'opération secrète, de choix probablement cornéliens, et il a fallu pourtant les faire. Bonjour Mayline Camus. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Mayline Camus, pourquoi une femme de l'ombre brise le silence et vient dans la lumière à un moment donné ? Parce que pour donner des vocations, Oui. et je pense qu'il est temps de prendre la parole sur des choses importantes, et on va parler sûrement de comment j'ai transposé mon savoir-faire, et c'est utile aujourd'hui pour notre nation. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va remonter un peu le fil de votre passé pour que nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent. Votre père était militaire de terrain et peu présent à la maison. Vous serez élevé avec vos deux sœurs par votre maman, secrétaire vietnamienne. Pas une excellente élève, bagarreuse, voire rebelle, hérétive à l'autorité. Bon, profil idéal pour la suite ? Profil idéal pour les armées, je sais pas. En tout cas, j'avais pas envie de rentrer dans des cases, et j'avais déjà le goût de l'aventure. Un tempérament bien forgé. Bien trempé, ouais. Vous allez à l'université, vous sortez diplômé d'un master en droit des affaires. Vous rentrez dans le monde de l'entreprise et à 24 ans, votre mission est de licencier de nombreux collaborateurs. Et à l'issue d'ailleurs de cette mission, vous vous apercevrez que cette vie n'est pas pour vous. Et là, vous prenez contact avec les forces spéciales de Bayonne pour devenir juriste réserviste. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça se passera pas comme ça. Effectivement, ce licenciement a été pour moi assez douloureux. Et ça a réveillé en moi une quête de sens. À quoi je sers ? Quels intérêts je sers. Donc j'ai voulu rentrer comme réserviste, et là on m'a dit il faut attendre 1 an avant de vous engager parce que les candidatures sont terminées. Et comme vous êtes patiente ? Comme vous le dites, vu que je rentre pas dans les cases, que j'avais un tempérament et que je l'ai toujours bien trempé, évidemment je me suis dit où est-ce que je signe ? Je m'engage totalement, et je me suis engagée à l'issue. Alors du coup, vos capacités vont être remarquées et vous allez devenir officier de renseignement pour les forces extérieures. Tout le monde aura compris de quoi je parle. Exactement. Donc je vais intégrer cette belle maison, et là ça va être une vie d'aventure où justement on me demande de ne pas être dans une case, on me demande d'être moi-même pour pouvoir aller faire des missions les plus sensibles.
Mais au bout de 5 ans, la question de rempiler se pose et dans le même temps, vous êtes enceinte. Votre hiérarchie vous propose de quitter le terrain pour les bureaux, mais là aussi, vous considérez que cela ne correspond pas ou plus à ce que vous espériez et vous quittez l'armée. Exactement, vous aurez bien compris que je ne suis pas une femme qui aime la tiédeur. Ouais. Et donc, finalement, commander des hommes que j'ai aimés sur le terrain depuis une tour d'ivoire dans un bureau, ça ne me correspond pas. Oui, parce que vous les dirigez, hein. Oui, tout à fait. Vous Oui, l'avez j'étais en tête. officier. Absolument. J'étais officier, donc effectivement, je commandais. Alors vous vient alors, et c'est là où on va venir à votre vie d'aujourd'hui, justement, l'idée de réunir vos compétences acquises par vos études juridiques supérieures et votre expérience militaire, et vous créez une société de renseignement d'affaires. Bon, c'est un cheminement naturel, j'imagine, pour vous. Au départ, c'était pas si simple que ça. Ouais. J'avais vraiment envie de couper avec le monde du renseignement. D'ailleurs, j'avais envie de devenir fleuriste et je vous le raconterai dans un autre épisode peut-être. Mais effectivement, quand j'ai monté ce cabinet, je me suis dit, je vais transposer tout ce savoir-faire de captation du renseignement au service de l'État pour le mettre au service des entreprises aujourd'hui. Alors justement, Maëlyn Camus, c'est quoi le renseignement d'affaires ? Aujourd'hui, pour moi, le renseignement d'affaires, c'est obtenir le bon renseignement au bon moment pour prendre les meilleures décisions. Mais concrètement, ça consiste en quoi ? Concrètement, ça consiste à aller chercher de l'information en open source, donc là où c'est accessible, pour avoir des faisceaux d'indices et prendre des décisions stratégiques. C'est important de connaître son environnement économique avant de prendre une décision. Mais très objectivement, très concrètement, c'est pas de l'espionnage d'entreprise. C'est pas de l'espionnage industriel, parce que l'espionnage industriel, c'est utiliser des moyens illégaux pour obtenir du renseignement. Là, on utilise des moyens on fait jamais ça. légaux. Non, c'est interdit. Déjà, c'est sanctionné. On expose nous-mêmes le cabinet et on expose nos clients. Là, l'objectif, c'est avec des moyens légaux, dans un cadre légal bien précis, d'aller chercher du renseignement qui va être une aide à la décision. Faites attention, notre avocate vous regarde. Mais justement, Maëlyn Camus, vous dites, on va chercher les informations, mais à partir du moment où vous le faites de façon légale, comment vous faites pour les obtenir ? Parce que ça peut paraître surprenant, mais le renseignement d'affaires, on se doute bien que c'est avoir des informations pour les donner à vos clients qu'ils n'ont pas autrement. Eh bien, dans un premier temps, vous savez, le renseignement, c'est des techniques de captation. Donc déjà, il faut savoir où aller chercher. Comment aller chercher en toute discrétion, sans jamais exposer le client, vos intentions. Ça, c'est éveiller des soupçons. Et puis, bien évidemment, ce qui est très important, c'est l'analyse. L'analyse du renseignement. On va obtenir un renseignement, on va dire, avec ça, je prends ma décision. Non. Remettez ça en perspective par rapport à votre vision et surtout dans quel cadre nous avons obtenu ce renseignement. Et c'est là où tout notre savoir-faire opère. Et ça se fait beaucoup sur le digital, j'imagine, les réseaux sociaux, vous observez aussi beaucoup ça ? On observe exactement tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui va être open source, donc tout ce qui est numérique. Et grand merci à cette nouvelle ère du numérique, pour parce vous, que ça c'est du facilite, pain béni. Et il y a le renseignement humain. Là, bien sûr, on ne trompe pas, c'est un savoir-faire très particulier. Les échanges, l'humain, évidemment, c'est la clé. Pourquoi, selon vous, le renseignement d'affaires est devenu un enjeu primordial pour les entreprises ? Bien parce que bien se renseigner, c'est maîtriser son environnement économique et concurrentiel. Et aujourd'hui, dans un contexte de guerre économique, il est indispensable d'avoir toutes ces armes pour prendre les bonnes décisions. Et si on veut rester concurrentiel sur des marchés très difficiles, si on veut continuer à obtenir des renseignements, enfin en tout cas de prendre des décisions stratégiques dans un milieu qui est complexe, qui est aride, qui est difficile, le renseignement, c'est le petit plus, c'est la cerise sur le gâteau qui, pour moi, va devenir le nappage du gâteau, qui va devenir un indispensable pour pouvoir se maintenir dans ce système. Alors pour ceux qui nous regardent sur sudradio.fr, ils vont observer que vous êtes jeune, ce qui est une grande qualité, surtout pour nous. En soi, vous reviendrez dans l'armée ou dans des métiers de cette nature-là, parce que vous allez très vite. C'est pour ça que je disais que vous êtes jeune. Vous avez fait beaucoup de choix en très peu d'années. Eh bien, ma boule de cristal est cassée, donc je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. En tout cas, comme je le dirai toujours, l'institution, je l'aime. Quand j'ai quitté, c'était un divorce entre deux personnes qui s'aimeront toujours. Oui, pour vous, c'était ça. Ouais. Ça tombe bien, en plus on veut réarmer le pays en ce moment, donc a priori on aura peut-être besoin de vous. En tout cas, aujourd'hui je suis dirigeante d'entreprise et j'adore cette voie entrepreneuriale qui est une aventure que je n'avais pas connue avant. Écoutez, vous reviendrez dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup Maëlyn Camus. Merci à vous. Et bravo à vous. Je rappelle que vous êtes une ancienne espionne pour ceux à qui ça aurait échappé, et vous êtes surtout dirigeante du cabinet de renseignement d'affaires Prism Intelligence. Tout de suite, on explique quelque chose, Thomas. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. On en parlait, elle était déjà dans le studio. Notre avocate Caroline Laverdé nous a rejoint. Bienvenue à vous, ma chère Caroline. Vous allez, avec Thomas et Caroline, vous allez nous parler des arnaques au RGPD, Thomas. Oui, parce que depuis l'entrée en application, Jean-Marie, du règlement général sur la protection des données, vous l'avez dit, le fameux RGPD, en mai 2018, les entreprises sont confrontées à un défi de mise en conformité souvent complexe. Caroline, quelles sont les différentes formes de ces escroqueries ?
Eh bien, mon cher Thomas, l'arnaque la plus répandue prend la forme de faux courriers d'organismes officiels et notamment de lettres ou d'emails prétendument envoyés par la CNIL, notre Commission nationale de l'informatique et des libertés, voire d'autres entités officielles. Eh bien, ces courriers vous menacent de sanctions imminentes pour non-conformité, tout en proposant des services payants pour soi-disant régulariser la situation rapidement. En réalité, sachez que la CNIL ne sollicite jamais de règlement dans le cadre de sa mission de contrôle. Alors, il y a aussi un second type d'arnaque qui consisterait à offrir des services de mise en conformité, c'est bien ça ? Et oui, certaines sociétés peu scrupuleuses proposent en effet des packs RGPD à des prix exorbitants, sans réel travail ou avec des prestations inadaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise. Ces sociétés démarchent les professionnels, souvent de manière agressive, afin de vendre de faux services d'assistance à la mise en conformité au RGPD. Alors, on parle aussi de phishing, vous allez nous expliquer le terme, déguisé en demande de consentement. Eh bien, les campagnes de phishing, ou appelées hameçonnage, ces campagnes utilisent le prétexte du RGPD pour vous inciter à cliquer sur des liens frauduleux, prétextant une mise à jour de vos préférences de confidentialité, voire en vous promettant un remboursement de sommes qui auraient pu vous être précédemment volées si vous avez été victime d'une arnaque. Alors pourquoi, Caroline, ces arnaques fonctionnent-elles et comment s'en prémunir ? Comme le RGPD prévoit des sanctions qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros en cas de non-conformité, les escrocs jouent bien sûr sur la peur de l'amende et créent un effet de panique pour obtenir une réponse rapide. D'autant que le règlement européen est complexe et que les entreprises peuvent avoir du mal à comprendre leurs obligations. Donc dans tous les cas, il faut toujours vérifier l'expéditeur ou le correspondant qui vous contacte, ne pas cliquer sur des liens suspects et passer par le site officiel de l'entreprise concernée. Eh bien, écoutez, c'est bien noté. Merci beaucoup. Merci à on vous vous. dit à bientôt sur Sud Radio. Thomas, restez dans les parages. On vous retrouve dans un instant. Maintenant qu'on a gagné beaucoup d'argent, on va le placer. On l'espère, oui. Dans quoi ? Eh ben, on va se poser la question avec notre invité de savoir si devenir propriétaire de sa résidence principale, c'est une si bonne idée que cela. Tout de suite. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Avec OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets.